L'examen qui ouvre le bal des examens à grand tirage et qui offre aux écoliers béninois, en fin de cycle primaire, leur premier diplôme académique, appelé certificat d'études primaires CEP, se tiendra du lundi 3 au jeudi 6 juin 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Sont inscrits à cet examen cette année 132 809 garçons, 124 159 filles, soit un total de 256 968 candidats répartis dans 802 centres de composition. Par ailleurs, 99 candidats à besoins spécifiques composeront dans 14 centres. Comparativement à la session de 2023, les statistiques du taux d'inscription affichent une croissance de 6,38%. À vous, chères candidates et chers candidats, restez sereins, déconcentrés, confiants en vous et sans panique. N'oubliez pas les consignes et conseils de vos maîtres et directeurs de vos écoles. Les épreuves d'examen ne portent sur rien d'autre que ce qu'ils vous ont enseigné. Pour cela, n'ayez donc pas peur. Soyez à l'heure dans vos centres respectifs, du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas votre pièce d'identité et tous les outils de travail nécessaires à l'examen. Vos maîtres et vos parents comptent sur vous. La République compte également sur vous. Le Solabi avec sachet qu'on a interdit, il a dit, j'ai constaté que beaucoup en consommaient. Et quand tu fais le bilan, on constate que le rein, le foie et le cœur, le cerveau, c'est-à-dire, en général, le rein, le foie, c'est des organes qui sont insensibles à l'alcool. Donc, on constate que le taux de créa monte et certaines cellules du foie aussi montent et ça détruit à petits coups les cellules dont on a besoin pour survivre. Donc, les inconvénients sont très énormes. De même, on est stressé parce que c'est de l'alcool et ça t'amène à poser des actes contraires à ce que tu voulais faire. Donc, de même, ça détruit les nerfs optiques liés aux yeux. Donc, ça a trop d'inconvénients sur la santé. C'est pourquoi j'apprécie spontanément la décision du gouvernement. Si tu prends par exemple le maïs, le corps transforme ça en alcool. Si tu prends le mil, il transforme ça en alcool. Si tu prends même le pain, même les fruits, le corps transforme. Le corps est là pour transformer. Le corps, il produit. Donc, il a les éléments, les types d'enzymes qui sont des cellules qui sont présentes en nous. Et tout juste de manger bien ce que tu veux manger et le corps transforme ça en bon alcool dont il a besoin pour jouer son rôle. Donc, on n'a pas besoin de prendre d'abord de l'alcool externe. Même la bière que nous avons l'habitude de prendre, les vins, les champagnes, tout ça, c'est des alcools externes. Le corps n'en a pas besoin. C'est pourquoi on dit, il faut prendre en portions, en petites portions. Quand on exagère, ça veut dire que ça détruit les neurones. C'est pourquoi beaucoup ont des problèmes de thrombotes pendant la vieillesse, à partir de 65 ans, 60 ans, ils ont ce genre de problèmes. On est faible, le cœur n'est pas fonctionnel et le rein aussi est inadapté et les problèmes commencent parce que l'individu a pris du temps pour prendre des aliments en éthanol, c'est-à-dire c'est l'alcool. L'éthanol, ça détruit tout ce qui est en nous à petits coups. C'est pas aujourd'hui, ça détruit à petits coups. Donc, je ne souhaiterais pas même aux candidats d'en consommer. Ce qui m'a même intéressé, c'est que les candidats en consomment, qui vont à l'examen en consomment. C'est aussi une stratégie pour bloquer la consommation de Solabi, bien, ne sais quoi, ce qu'ils ont mis dedans, je ne sais pas, mais les gens en consomment tellement, et avec 100 francs, on est satisfait, on achète, et voilà les conséquences. Souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est les gens, ils ne mangent pas,
Et quand il trouve l'argent, il consomme ses boissons et ça commence par asphyxier l'estomac. Ça donne des plaies. Et quand la personne urine, souvent le sang apparaît dans l'urine. Quand il vomit, le sang apparaît dans le vomissement. Ça dit que l'estomac n'a pas reçu une bonne alimentation au départ et on a démarré par les boissons. Et après, on a mangé peut-être à cassa ou bien poisson en minorité, ça n'apporte pas. Donc, ça dit que l'estomac tourne en rond et produit du plaie. Et cette plaie, maintenant, peut provoquer le cancer de l'estomac. Mon dernier mot, je suis très content de cette décision et je demande au gouvernement de mettre toutes les dispositions et suivre. Déjà, à mon niveau, j'ai commencé par sensibiliser les parents d'élèves, les élèves, à ne plus vendre cela dans l'enceinte et ne plus voir même dans l'alentour. Parce que quand c'est dans l'alentour, l'enfant peut sortir et prendre. Et j'insiste et je demande humblement aux douaniers, à la police et aussi à d'autres sécurités de veiller sur cela. C'est pas seulement une décision qu'on a donnée, mais de veiller le suivi pour qu'on ne retrouve plus ces boissons dans notre pays. Alors je vous parle. Je n'ai reçu aucune clarification ou information de nos frères nigériens allant dans le sens attendu par tous. Mieux, le président Tiani n'a pas reçu le ministre Adambi, que j'ai pourtant expressément chargé de lui remettre ma lettre d'apaisement et d'invite au rétablissement de la fraternité et de la libre circulation des personnes et des biens entre le Niger et le Bénin. Je peux vous rassurer que le Bénin n'a fait l'économie d'aucun effort, d'aucune humilité pour permettre le rétablissement de la concorde entre le Niger et le Bénin. Et de manière plus concrète, s'agissant des deux points qui ont été évoqués à Niamey, en l'occurrence, les équipements complémentaires du pipeline amené par le partenaire chinois et en attente au port de Cotonou pour être acheminés au Niger, je veux réaffirmer que le Bénin reste disponible à accorder toutes les facilités possibles à la société WAPCO pour l'acheminement effectif des 10 équipements sur le Niger. Quant au chargement du pétrole au terminal de Sémé, je suis particulièrement peiné d'observer les déconvenues que subit le partenaire chinois du fait de l'impossibilité d'opérer le chargement du pétrole en raison du défaut des formalités douanières. Je fais le tour du monde pour prier les uns les autres de venir investir en Afrique, au Bénin. Parce que pour nous, c'est la principale voie de nous développer. Et me voilà, témoin de ce qui fait la réticence des investisseurs et qui pénalise l'attractivité de notre continent. Mais je garde l'espoir que l'apaisement des relations entre le Niger et le Bénin ne saurait tarder davantage parce qu'il n'y a aucune raison qui justifie la méfiance et l'attitude de nos frères du Niger. Le temps de la protestation et des sanctions en raison du coup d'État qui a eu lieu au Niger est passé. Ce temps est passé pour tout le monde. Et il n'y a plus rien qui justifierait aujourd'hui que les autorités béninoises ne soient pas dans la bienveillance à l'égard des autorités nigériennes actuelles. Mais en attendant, nous chercherons les voies et moyens pour aider la société chinoise WAPCO afin de limiter leurs souffrances et préserver leur intérêt pour l'Afrique. Voilà ce que j'ai à vous dire sur la situation. Merci.
En séjour à Niamey, où il a pris part à une réunion du comité interétat de pilotage du pipeline Niger-Bénin, les lundis 27 et mardi 28 mai 2024, Samou Adambi a été mandaté par le chef de l'État béninois pour remettre une lettre au chef de la junte au pouvoir. Selon Patrice Talon, le président Tiani n'a pas reçu le ministre Adambi pour recevoir la lettre. Lors d'une conférence de presse, le premier ministre nigérien Lamine Zein a fait savoir samedi 1er juillet 2024 que si le général Abdourahmane Tiani n'a pas reçu le ministre béninois des Mines, c'est pour des raisons d'urgence sécuritaire. Comme vous le voyez, on vient d'atterrir. Comme vous aussi, j'ai suivi cette conférence ou cette réaction à la presse en présence de l'ambassadeur de Chine. On reviendra un peu plus en détail quand nous collecterons tous les éléments de réponse nécessaires. Mais avant, je pourrais vous dire que en suivant cette conférence, nous relevons peut-être une ou deux choses qui peuvent étonner. La première, c'est de dire qu'il y a eu refus de recevoir le ministre béninois en charge des mines qui est arrivé. Il a été bien reçu par son homologue et le chef de l'État que j'ai personnellement eu a donné instruction pour que le ministre de la Santé puisse recevoir le ministre pour qu'il puisse prendre le message. Le ministre de la Santé, c'est un membre du gouvernement. Il est membre du CNSP. Il est colonel-major. Et donc, il est digne de recevoir un message destiné au président. Si le jour-là, le chef de l'État, le général Tiani, n'était pas disponible, c'est parce qu'avec toutes les équipes de sécurité, ils étaient en train d'analyser la situation de l'attaque qu'il y a eu à Boni. Et on sait d'où viennent ceux qui sont venus provoquer le désordre et la désolation. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième, quand le chef de l'État béninois dit que le contenu de son message était un message d'apaisement, alors qu'il précise que c'est pour annoncer que tant que la frontière n'est pas ouverte, rien ne saurait se faire, sachant pertinemment que la position de notre pays est le maintien de la frontière fermée pour raison de sécurité, on s'interroge qu'est-ce que ça veut dire, sachant que nous avons cette position et dire que c'est un message d'apaisement. Il faut s'interroger. Le troisième et dernier élément, il n'a pas fait cas du renvoi par nos représentants du port. Nous avons des inspecteurs qui y étaient. La police béninoise a été chargée de les chasser. Ça, vous le savez. Est-ce que cela est normal? Dans les accords, à la fois bilatéraux et tripartites, il faut que toutes les parties soient présentes au moment où on doit faire les chargements. Mais si on chasse nos représentants, dites-moi, est-ce qu'il faut charger le brut nigérien à l'absence de nos témoins qui sont nos dignes représentants? Donc on reviendra un peu plus en détail. Nous continuons à dire que le Niger n'a aucune responsabilité dans ce qui arrive. La responsabilité de notre pays, c'est l'observation stricte de tous les accords qui ont été signés, à la fois avec les Chinois, mais également avec le Bénin. Au Nigeria, le gouvernement demande aux syndicats de reconsidérer leur décision d'entamer une grève illimitée à partir du lundi 3 juin 2024. Les deux principaux syndicats du pays ont annoncé un débrayage en raison d'un désaccord avec les autorités sur un nouveau salaire minimum. Le Nigerian Labour Congress et le Trade Union Congress refusent les 60 000 naira proposés par le gouvernement. Ils ont indiqué qu'ils poursuivraient la grève si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Dans une interview accordée à nos confrères du Punch, le ministre de l'Information et de l'Orientation nationale, Idriss Mohamed, a déclaré que l'intérêt des masses devrait être la priorité absolue des syndicats et qu'une grève n'était pas la solution aux négociations en cours. Autre demande des syndicats, l'annulation de l'augmentation des tarifs de l'électricité qui a eu lieu au mois d'avril. Les coûts ont plus que doublé pour certains consommateurs.
Les proches de Tyler Thompson, un jeune homme de 21 ans originaire de l'Utah aux États-Unis, attendent désespérément des nouvelles concernant le sort de leur fils. Tyler faisait partie des 3 Américains arrêtés après une tentative de coup d'État en République démocratique du Congo le 19 mai dernier. Le dimanche matin, lorsque c'est arrivé, la mère de Marcel Malanga est venue frapper à ma porte. Elle m'a demandé si j'étais la mère de Tyler Thompson et j'ai répondu oui. Elle a eu du mal à m'annoncer la nouvelle, mais elle a fini par me dire que nos fils étaient en Afrique et que le père de Marcel avait été abattu devant les garçons qui ont été placés en garde à vue. J'ai reçu les vidéos où ils sont victimes de violences, mais les circonstances restent floues. Alors que la famille de Tyler pensait qu'il était en vacances 2 semaines après son arrestation, il cherche des informations sur son état de santé avec l'aide de l'ambassade américaine en RDC. Nous avons passé beaucoup de temps à essayer de comprendre ce qu'il fallait faire. À ce stade, nous travaillons avec l'ambassade des États-Unis et notre avocat. Nous essayons aussi de lui en trouver un là-bas. Nous sommes vraiment concentrés sur la logistique pour qu'il rentre à la maison. Tyler et son ami Marcel Malanga ont été arrêtés dans le cadre de la tentative de coup d'État orchestrée par le père de Marcel, l'ancien capitaine Christian Malanga, abattu lors de l'attaque. Pour pallier l'inflation au Kenya, de nombreuses familles optent pour le chauffage au feu de bois pour économiser de l'argent, les options de cuisson propres, abordables, étant trop chères pour beaucoup. Or, ce système de chauffe est à l'origine de maladies respiratoires qui affectent la santé de millions de personnes dans le pays. J'ai utilisé du bois de chauffage toute ma vie et je me lève tous les matins pour aller en chercher. Cependant, la fumée du bois de chauffage me fait tousser pendant de longues périodes et me gêne pour respirer. Le gaz GPL est très cher et je ne peux pas me l'offrir. Selon une étude récente publiée par les autorités gouvernementales cette année, les maladies respiratoires sont les plus répandues au Kenya depuis 6 ans, avec 19,6 millions de cas signalés. La cuisson à l'aide de biomasse comme le bois de chauffage étant une grande partie du problème. Il ne s'agit pas seulement du monoxyde de carbone, mais l'un des plus gros problèmes est celui des particules. Les particules sont celles que nous appelons généralement PM2,5 et qui sont associées à la pneumonie, à l'asthme, etc. Elles sont généralement produites par les combustibles utilisés pour la cuisine. L'électricité serait la solution la plus propre, mais elle est un peu chère. Les données du ministère kényan de la Santé montrent que les maladies pulmonaires obstructives chroniques sont responsables de 1,7% des décès dans le pays. Les maladies respiratoires sont diagnostiquées plus tardivement chez les personnes vivant dans des zones rurales à faible revenu que chez les personnes de classe moyenne vivant dans des zones urbaines. En utilisant ces réchauds, je peux utiliser un sac de charbon de bois pendant 2 mois, ce qui n'était pas le cas avant. Je peux ainsi économiser 4500 shillings d'argent supplémentaire. De plus, en ce qui concerne ma santé, je ne vais plus aussi souvent à l'hôpital qu'avant et je peux rester au travail tout au long de la journée, ce qui veut dire plus de bénéfices. L'étude économique de 2024 indique que les ménages kényans utilisent 93,8% de l'énergie totale, principalement sous forme de bois de chauffage. Au total, 9,1 millions de ménages dépendent des combustibles traditionnels pour la cuisine. Dans un geste solidaire sans précédent, en Ouganda, l'Association pour le transit du tissu adipeux offre du lait maternel vital aux nourrissons vulnérables, apportant un soutien essentiel aux familles nécessiteuses. Faisant partie des bénéficiaires de cette noble initiative, Caroline Ikendi partage son expérience. Au départ, je ne savais même pas que le lait maternel pouvait se conserver aussi longtemps et je ne savais même pas qu'on pouvait en donner. Tout a commencé lorsqu'à l'hôpital, on m'a informé que je ne produisais pas assez de lait et qu'il fallait donc en obtenir de quelqu'un d'autre. À ce moment-là, je me suis demandé comment, puis j'étais sceptique car les gens boivent de l'alcool, certains ont des maladies, alors j'ai eu peur pour mes enfants.
Mais l'ATA est arrivé. Ils m'ont fourni du lait maternel et j'ai su que c'était réel. Malgré les défis persistants comme le manque de ressources financières et logistiques, l'ATA poursuit son engagement à aider chaque nourrisson dans le besoin. Ce qui nous motive, c'est le sentiment qu'on ressent lorsqu'une maman vous envoie une photo de ses enfants et vous dit qu'ils sont aussi les vôtres. C'est une joie pour toute l'équipe de voir ces bébés à qui nous avons donné du lait alors qu'ils pesaient entre 500 et 700 grammes grandir et évoluer. Certains ont maintenant 1 an et 2 ans. Ça nous encourage. Ce sentiment est partagé par Léla Wamala qui donne son lait maternel. Après un entretien avec l'association, elle a dû passer un test de dépistage avant de recevoir des sacs pour stocker son lait. Elle raconte comment le deuil d'une maman l'a motivée à faire don. Une mère m'a contactée par l'intermédiaire d'une de mes amies. Elle m'a dit qu'elle venait d'avoir des triplés, mais l'un d'entre eux est décédé. Cette perte l'a rendue dépressive. Et à cause de ses pleurs et tout le reste, son corps a cessé de produire du lait. Alors elle m'a appelée en disant « Je sais que vous donnez du lait, pouvez-vous nous aider ?» Alors je l'ai fait et je l'ai aussi orientée vers l'ATA. Et aujourd'hui, les bébés vont bien et elle m'envoie toujours un gâteau pour la fête des mères. Elle continue de me remercier. Avec chaque goutte de lait maternel donnée, l'ATA s'attaque aux stéréotypes pour le bien-être des nourrissons. Avec plus de 99% des votes dépouillés samedi, le Congrès national africain a perdu sa majorité parlementaire, suscitant diverses réactions. La commission électorale sud-africaine a appelé au calme alors que le décompte se poursuit. Dans le cadre de la finalisation du processus de gestion des résultats, la Commission souhaite assurer à cette nation et à tous ceux qui suivent nos élections que nous continuons à accorder la priorité à la finalisation du scrutin de manière transparente et ordonnée. Nous n'allons pas nous précipiter, nous n'allons rien négliger. Nous allons avancer en examinant tous les aspects de notre travail. Avec le déclin de l'ANC, de nouveaux partis émergent comme le MK de Jacob Zuma, créé il y a 6 mois. Alors que son parti est classé 3e avec près de 15% des voix, l'ancien président exhorte à la vigilance. Nous aurons besoin de temps. Personne ne doit annoncer les résultats dimanche. Si cela se produit, les gens vont nous provoquer. Car nous savons de quoi nous parlons. Nous n'inventons pas les choses, nous savons. Pourquoi devrait-il se précipiter pour compter les voix? J'espère que le responsable m'entend. Ne créez pas de problème lorsqu'il n'y en a pas. Les représentants des partis d'opposition comme Julius Malema ont salué ce tournant historique, ouvrant la voie à un paysage politique plus diversifié. Pour la première fois depuis 1994, la majorité parlementaire de l'ANC a été brisée. À partir de maintenant, le Parlement devra prendre des décisions logiques, basées sur le bon sens et non sur le droit d'être le seul parti au pouvoir. Du côté de l'Alliance démocratique, un parti centriste en passe de se classer 2e, l'objectif est de contrecarrer une coalition apocalyptique. Nous devons empêcher la coalition de l'apocalypse, donc l'ANC, l'EFF et le MK. Nous devons nous assurer que l'Afrique du Sud passe avant tout. L'ANC reste le plus grand parti du pays, mais il devra rechercher des partenaires pour rester au gouvernement. La Fédération internationale de football a annoncé vendredi de nouvelles mesures pour protéger et promouvoir le bien-être des femmes dans le football. Ces modifications au règlement sur le statut et le transfert des joueurs sont entrées en vigueur le 1er juin 2024.
L'un de nos objectifs clés dans le football féminin est de permettre à davantage de femmes dans le monde de vivre de leur passion pour ce sport. Et pour y parvenir, nous devons nous assurer qu'elles sont protégées. Pour les femmes qui souhaitent devenir mères, fonder une famille ou adopter des enfants, il est important qu'elles puissent le faire sans renoncer à leur carrière de footballeuse ou subir un impact négatif sur celle-ci. Approuvées par le Conseil de la FIFA en mai 2024, les nouvelles règles étendent les droits et protections aux parents adoptifs et aux mères non biologiques. Être mère ou élever un enfant ne devrait pas être exclusif, mais inclusif. Je pense que ces mesures sont des avancées importantes pour normaliser la vie des femmes. C'est une formidable nouvelle. Je suis moi-même mère de 4 enfants. Et lorsque je suis tombée enceinte, le PSG a bien pris soin de moi. Ils ont continué à me payer 100% de mon salaire. Mais malheureusement, beaucoup de joueuses n'ont pas cette chance. Alors je suis très reconnaissante de l'implication de la FIFA pour protéger les femmes enceintes. Ces mesures prennent aussi en compte les aspects physiques, psychologiques et sociaux des joueuses en cas de menstruation sévère ou de complications médicales liées à la grossesse.